Et on va enchaîner avec Louis Alliot, avec David Alliot, pardon. Avec David Alliot, alors, quelle erreur, alors que David, on se connaît, si j'osais, je dirais, je l'ai tout connu, tout petit, tout débutant. Alors, David est devenu le spécialiste, si ce n'est aujourd'hui, de Céline. Et il a écrit plusieurs livres sur Céline. Je crois, David, que vous avez écrit 6 livres, 7 livres sur Céline. Une dizaine. Une dizaine de livres sur Céline, j'en oublie. Voilà. Mais et moi là, aussi des fois. Pardon ? Moi aussi des fois. Voilà. Et donc, il est aussi spécialiste, je le disais tout à l'heure, avant qu'il arrive, d'Aimé Césaire. Il est passionné par les formes de langage et par les livres. Il est formateur à l'Institut national de la librairie, l'INFL. Il travaille comme éditeur. Donc, un homme de talent, de passion, et que je partage, bien sûr, très souvent avec lui. Voilà. Alors, son dernier livre, c'est D'un Céline à l'autre, une édition établie, revue augmentée par David Alliot avec François Gibault, qui est aussi un grand spécialiste, biographe de Céline, un grand biographe de Céline, on en dira 2 mots. Et c'est un livre qui sort au moment où on célèbre le 60e anniversaire de la mort de Céline, qui est mort, comme on le sait, en 1961 à Meudon. Alors, je ne sais pas s'il y a des célébrations, comme il y en a eu pour Napoléon, avec le bicentenaire de sa mort, David. Non, on a été très sage cette année. Là où il y a eu vraiment polémique, c'était il y a 10 ans, pour les 50e anniversaire. Oui. Il y a eu pas mal de rebondissements. Et là, il y a eu une actualité, on va dire, délirante. D'ailleurs, ce livre-là est sorti à l'occasion du 50e anniversaire. Celui qui vient de sortir, là, c'est la mise à jour. C'est une mise à jour, mais qui est très complétée. Absolument. En 10 ans, on apprend encore beaucoup de choses sur Céline. Il fait près de 1200 pages. C'est écrit dans la collection Bouquin de chez Robert Laffont, qui est une collection écrite sur une matière souple, sur un papier quasiment Pléiade, voilà. Un papier Bible, un papier Pléiade. Une merveille, en tout cas. Bravo. Beaucoup de travail à l'époque. Et la mise à jour aussi a été assez... en 10 ans, on a appris beaucoup de choses sur Céline. Et donc là, le livre a été réédité, augmenté, effectivement, mis à jour pour le 60e anniversaire de la mort de Céline qui a eu lieu donc, en 1er juillet, donc il y a quelques jours. Voilà, alors ce livre regroupe, il y a énormément de choses dans ce livre, puisqu'il y a tout d'abord, je dirais, une préface, la préface de François Gibault, Céline, Diable et Bon Dieu, c'est-à-dire qu'effectivement on a les 2 facettes du personnage, et qu'est-ce qu'il écrivait bien. Là, on a la vie de Céline à l'intérieur de cet ouvrage de Louis-Ferdinand Céline par David Alliot, donc qui nous rappelle, qui nous fait une véritable biographie de Céline, et il y a des témoignages, et là il y a près de 200 témoignages de gens qui ont rencontré Céline. Et ces témoignages sont assez fabuleux parce qu'on a des gens qu'il a rencontrés dans sa jeunesse, qu'il a rencontrés plus tard, de tout niveau, de simples personnes ou des gens très connus, de son éditeur, Robert de Noël. On a des témoignages d'une très grande variété, des correspondances de journaux. Comment vous avez, David, réussi à rassembler tous ces témoignages ? Parce que c'est un travail de longue haleine, ça. Ah oui, ça a été 6 ans de ma vie, matin, midi, soir et week-end. Et en fait, c'est pour tout dire, les secrets de fabrication, c'est ma documentation personnelle qui a mal tourné, quoi. Lorsqu'on travaille sur les écrivains, on archive, on fait des dossiers, telle personne, telle époque, etc. Et comme la partie, on va dire, témoignage commençait à prendre de l'ampleur, donc j'ai tout restructuré, j'en remettais des nouveaux, donc ça supposait d'aller en bibliothèque, photocopier les témoignages. Vous avez scanné, l'informatique a aidé, elle est reclassée dans l'ordre Non, enfin, à l'ancienne. À l'ancienne, parce que je pose la question pour le piéger un peu, parce que je le connais. À mon avis, c'est le crayon de papier et la gomme, et les petites chemises en carton. Hein. Voltaire disait qu'un homme qui lit un livre sans un crayon à la main est un homme qui dort. Donc voilà. Je vais montrer le livre parce qu'il est tout annoté de coups de crayon. Oui, non, mais c'est ça. Et j'ai toujours mon crayon à la main. Toujours. Un livre, il y a toujours quelque chose. Complètement. Voilà. Il y a toujours une phrase à retenir, et donc à force, je me suis rendu compte que j'avais une documentation sur Céline qui était commençait à prendre de l'ampleur, donc je restructure ça et je découvre que j'avais un paquet de témoignages en polycopiés et autres. Et au début, je les avais classés par ordre alphabétique parce que pour les retrouver, on recherche des témoignages de Robert de Noël, lettre D.
donc c'est plus facile. Et en fait, j'ai découvert en restructurant par chronologie, on avait quelque chose d'assez rare, c'est qu'on avait des témoignages sur Céline de sa naissance jusqu'à la absolument, fin. absolument, c'est frappant. Et on a de tout, on a des amis, des ennemis, des Français, des Allemands, des Belges, des Québécois, enfin, on a partout où il est passé. Il a laissé une empreinte, on va dire, assez durable dans la mémoire des gens. Alors, il y a des gens anonymes, des gens très connus, des éditeurs. Il a marqué partout, c'est ça qui est étonnant. Partout où il est passé, il a marqué les esprits. Ça, c'est indéniable. Surtout après le voyage au bout de la nuit, en 1932, il devient très célèbre grâce à sa renommée d'écrivain. Donc là, les gens marquent de plus en plus. Oui, vous nous parlerez du prix Goncourt, parce qu'il y a eu là aussi... bien sûr, le scandale du Goncourt 1932. Bien sûr. Et donc, on a un panel de témoignages. Alors, au début, je devais en avoir à peu près 80 témoignages. Et en creusant, on est arrivé jusqu'à 200, plus de 200 même, 200 et quelques. Et donc, j'ai mis ce corpus par ordre chronologique. Et en fait, on se rend compte qu'on a un portrait en creux de Céline. En fait, c'est une biographie qui ne dit pas son nom, mais c'est une biographie de Céline racontée par les autres. Et c'est là qu'on se rend compte que le personnage est beaucoup plus complexe qu'on veut bien l'admettre. Parce que souvent, quand on parle de Céline, on dit « Ah oui, Céline facho, Céline antisémite, etc. » Un peu les vieilles lunes. Et en fait, on se rend compte que c'est extraordinairement complexe. C'est que le personnage commence une vie, on va dire, très classique, finalement, en 1914, c'est le bon petit français, quoi. Bon petit français, études de médecine, médecin, travail. Après la Première Guerre mondiale. Oui, quand il part en 14 à la guerre, c'est le bon petit français, travail, famille, patrie. La France a une mission civilisatrice en Afrique, patati patata. La guerre va profondément le changer. La guerre, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Il n'y a pas que Céline. La guerre va profondément le changer. C'est là qu'on a le Céline un peu pessimiste, qui va faire des études de médecine, médecine hygiéniste, etc. Et après, le médecin devient écrivain. Et là, c'est un changement radical, puisque là, il devient une célébrité du monde des lettres. Et après, il va bifurquer vers d'autres voies. Comment le petit, qui s'appelait pas Céline, qui s'appelait Louis-Ferdinand Destouches, Louis-Ferdinand Destouches est devenu Céline? Ça, c'est le grand mystère de l'écriture. Ça, c'est un parcours de vie. Et je crois que la guerre a joué beaucoup, quand même. La guerre a été pour lui un choc. Pourquoi Céline ? Pourquoi Céline ? C'est le nom même. Le pseudonyme, c'est le prénom de sa grand-mère. Qu'il a utilisé en tant qu'écrivain. Tout à fait. Il raconte la mort de sa grand-mère, d'ailleurs, dans Mort à crédit, qui est une des plus belles pages de la littérature française. Il raconte la mort de sa grand-mère. Et en hommage à cette grand-mère qu'il a tant aimée, il a pris son prénom comme pseudonyme. Oui. Voilà. Alors, j'ai très apprécié la dédicace, mon cher David, que vous m'avez faite, ton futur diététicien, avec le tampon. Pourtant, je ne suis pas en surpoids, il ne faut pas exagérer quand même. Vu la compagne que tu as, non. Voilà, puis ma compagne est médecin et nutritionniste, voilà, et donc avec le cachet du docteur Louis-Ferdinand Destouches, lauréat de la faculté de médecine de Paris, 25 terre, route des Gardes, Meudon, avec son téléphone de l'époque. En fait, j'ai acheté aux enchères une ordonnance de Céline, et j'ai demandé j'ai scanné l'ordonnance et j'ai demandé à un artisan de me refaire un tampon, ce qui fait que lorsque je fais des dédicaces, je tamponne, ça fait toujours plaisir au lecteur. Donc ils ont un tampon. J'étais étonné parce que quand je reçois avec le cachet de médecin de Céline, je me suis dit c'est même remarquable, quoi. Et je fais des fausses ordonnances aussi, si tu veux. Mais les pharmaciens repèrent tout de suite la supercherie. Donc si j'ai besoin d'un médicament un peu douteux, voilà, c'est ça. Je peux vous appeler, quoi. Oui, mais malheureusement, on a fait des essais, mais les pharmaciens sont pas. Ils percutent pas, quoi. Ils voient arriver le truc, ils disent un peu bizarre quand même. Maintenant, tout est enregistré, il y a des codes barres, des QR codes. Alors arriver avec un tampon, puis en plus certains ont une petite culture littéraire, ils se disent oh. David, j'interviendrai pas. J'ai ce qu'il faut à la maison, comme on dit. Je sais bien. T'as tout ce qu'il faut à la maison. Alors l'affaire Goncourt, parce que ça m'a beaucoup frappé. On a parlé de 1932, quand Voyage au bout de la nuit. Sort, c'est un livre magnifique. J'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque la première édition de chez De Noël de cet ouvrage qui est là, qui est à côté d'un autre livre qui est un peu moins, qui est interdit toujours en France, qui s'appelle Les Beaux Draps. Parce que je suis aussi éditeur et passionné par tout ça, quoi. Les livres interdits, c'est passionnant. L'affaire Goncourt. Qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a complètement
On l'a cassé. Même le Canard enchaîné à l'époque avait fait une manchette. Une manchette en disant attention, le vrai prix Goncourt, c'est Voyage au bout de la nuit. C'est le Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Méfiez-vous des imitations. C'était le Canard enchaîné. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce prix Goncourt ? C'est les grands mystères dont l'édition a le secret. C'est pas moi qui vais te les apprendre. En fait, lorsque sort Voyage au bout de la nuit, c'est la révolution. C'est une révolution totale. Tout le monde est unanime on peut très bien ne pas être d'accord. Certains trouvent que quand même. Mais bon, tout le monde est unanime pour dire que c'est un très grand livre et qu'il y a une révolution dans la langue. D'ailleurs, on dit souvent que Céline et dans Proust, la langue, dans l'écriture, dans la manière, dans tout. Que Céline et Proust sont les deux plus grands innovateurs, complètement. Les plus grands romanciers du siècle. Et c'est vrai que Céline a dynamité complètement la langue française. On ne peut plus écrire après 32 comme avant 32. Il y a des écrivains d'ailleurs vont passer dans un oubli, Paul Bourget, un peu académicien, vont sombrer dans un oubli total, alors qu'aujourd'hui on écrit comme Céline quasiment. Et donc il révolutionne complètement la langue, et donc tous les journalistes sont, pour eux c'est évident, que c'est le prix Goncourt, 32, comme on trouve encore aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était Houellebecq. On disait comment Houellebecq n'a pas encore le prix Goncourt, c'est pas normal, etc. Et à chaque année, on se dit mais c'est évident qu'il doit l'avoir. On pense que certains écrivains doivent avoir le prix Goncourt. Et donc, en 32, tout va pour le mieux. De Noël, d'ailleurs, fait un travail de sape assez convaincant. Lucien Descaves, membre éminent du jury, et puis emballé par Céline, Voyage au bout de la nuit. Et il arrive à convaincre les autres. Et on va dire que fin novembre, c'est à peu près plié. Le jury dit oui, c'est Céline, c'est Voyage au bout de la nuit. Et Lucien Descaves dit procédons au vote maintenant. Et on lui dit on va attendre la semaine prochaine la remise officielle, les journalistes seront là. Bon, très bien, tout va bien. Et là, on arrive le 7 décembre. Et le gagnant du prix Goncourt, c'est Les Loups de Guy Mazeline, mais publié chez Gallimard. Donc, Les Loups de Guy Mazeline, c'est un livre, je l'ai lu parce que par conscience professionnelle, c'est un digeste, c'est illisible aujourd'hui, c'est ni fait ni à faire, c'est très mauvais, c'est nul, mais c'est publié chez Gallimard. Et là, on a donc les réseaux de Gaston Gallimard, déjà très influent à l'époque, et hors de question qu'un prix littéraire lui échappe. Et donc, Gaston Gallimard a fait jouer ses réseaux, son influence, qui était déjà très forte à l'époque. Et donc, c'est Guy Mazeline, un livre insignifiant, qui l'emporte au détriment de Voyage au bout de la nuit. Du coup, Lucien Descaves quitte outré par ce scandale. Mais bien sûr. On avait promis moralement que c'était Céline. Oui, c'était lui. Oui. Et finalement, la moitié du jury tourne Casaque. Il s'en va en claquant la porte en disant « Je ne croyais pas passer au salon, passer par les cuisines avant de passer dans le salon. » Il claque la porte et il va tout raconter aux journalistes qui attendaient en bas, etc. Le scandale est énorme. Il va d'ailleurs au jury Renaudot qui siège en dessous. Oui, parce que le prix était décerné le même jour. Le même jour, juste après. Et il raconte ce qui vient de se passer. Et donc, du coup, à l'unanimité, le jury Renaudot donne le Renaudot à Céline. Alors, voilà. Et donc, immense scandale. Et là, il va se passer un phénomène extraordinaire. C'est que la presse va prendre fait et cause pour Céline. Elle va dire, ouais, c'est une honte, ce livre est une merde, c'est Céline qui aurait dû l'avoir, etc., etc. Et donc, il va y avoir pendant un an, on a peine à imaginer aujourd'hui où tout s'oublie au bout de 15 jours, etc. Et ça a duré dans le temps. Ça a duré un an parce qu'en plus, les jurés vont s'engueuler par presse interposée. Les journalistes vont dire que les Goncourt sont vieux, ils sont séniles, il est temps qu'ils passent la main. Les Goncourt vont répondre en disant, je schématise. Alors, il y avait qui dans ce jury ? Alors, il était présidé par Joseph-Henri Boex, dit Rosny. Rosny aîné. Alors, lui, il a laissé un livre, il avait fait un seul livre qui s'appelle La guerre du feu. C'est l'auteur de La guerre du feu. Et puis, il y avait un certain nombre de... il y avait le fils de Daudet. Daudet et Lucien Descaves faisaient partie du jury et des pro-céliniens. En fait, c'est les deux frères Rosny aîné et Rosny jeune qui ont fait, en plus, le président du jury à voix double. Donc, qui ont fait basculer les indécis plutôt du côté de chez Gallimard. Et donc, du coup, tout tombe sur Rosny aîné, on le traite de vieil homme, tant qu'il passe la main, que ses romans un peu finis, etc., etc. Et donc, ils répondent dans la presse. Donc, pendant un an, tout le monde s'engueule dans la presse. Aujourd'hui, on a peine à croire. Aujourd'hui, 3 jours après, on n'en parlait plus, quoi. Voilà, on passait à un autre sujet, quoi. On a la vitesse et les réseaux sociaux qui auraient immédiate. Et surtout, ils s'insultent. Ils se traitent de vieilles escarpes, de vieux machins. Enfin, ça s'engueule. Et il va y avoir un des premiers phénomènes, c'est pour la première fois, le prix Renaudot va se vendre plus que le prix Goncourt.
Donc le prix Goncourt va faire 50 000 exemplaires, ce qui était déjà très honorable pour l'époque. Et Céline, le Doigt Bout de la Nuit va faire plus de 100 000 exemplaires. Donc pour la première fois, le prix Renaudot se vend plus que le prix Goncourt. Mais au fond, Céline va quand même garder... c'est une cassure pour Céline, parce que pour lui, il devait avoir le prix Goncourt. Et voilà, on le relègue dans deuxième catégorie. Et ce qui est quand même très amusant, c'est que même encore aujourd'hui, on est presque 80 ans après cette affaire, 90 ans après cette affaire. Aujourd'hui encore, le jury Goncourt, et il y a toujours cette espèce de fantôme qui plane derrière, de dire est-ce qu'on va pas rater le nouveau Céline. Et c'est pour ça que lorsque Houellebecq a été recalé 2 fois au prix Goncourt, avant qu'il lui donne en 2010, il y avait toujours ce fantôme derrière, est-ce qu'on va pas rater le nouveau Céline. Et en 2004, je vous le donne en 1000, en 2004, il y a eu un documentaire sur France 3 sur le centenaire du prix Goncourt. Et ils ont posé la question aux 10 jurés de l'époque, quel était, selon vous, le Goncourt du siècle? Et je vous le donne en 1000. Sur les 10 Goncourt, il y en a 6 qui ont répondu. En 32, on aurait dû le donner à Céline. Incroyable. Donc, toujours aujourd'hui. Pour vous dire la puissance du verbe, la puissance du livre aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui encore, le fantôme de Céline hante toujours l'Académie Goncourt, même si vous ne le diront pas. Mais j'ai quelques infos aussi sur place. Mais voilà, le Goncourt 32 reste encore un événement important. Un événement, là. Alors, on a aussi toute l'histoire du jeune Détouche. Donc là, on en a parlé un petit peu, c'est-à-dire la partie jusqu'en 1912. Là, c'est cette partie de jeunesse où il était complètement un adolescent. Gâté dans une famille aimante. En fait, tout ce qu'il a raconté dans Mort à crédit, c'est de la pure invention. Hein. Il raconte, quand vous lisez Mort à crédit, il est frappé, un père, etc. Enfin bref, la mère soumise. Bon, il y a peut-être une part de vérité en tout ça, mais c'est largement exagéré. Tous les témoignages que j'ai retrouvés sur l'époque, il était fils unique, il était aimé par ses parents, il lui promettait un bel avenir dans le commerce. Sa mère voulait faire de lui un acheteur dans les grands magasins. C'était le summum envisageable. C'était la réussite. C'était l'ouverture des grands magasins. C'était sommet de la réussite pour l'époque, acheteur dans les grands magasins. Donc c'était des ambitions de petits commerçants. Hein. C'était vraiment une vie de fils de petits commerçants. Voilà, et effectivement, en 1912, il y a la corvée du service militaire, et donc à aucun moment Céline va dire qu'il est contre tout ça. Au contraire, on est en plein travail familial. Il fait son service militaire, chez les cuirassiers. Une arme d'ailleurs déjà un peu désuète pour l'époque, très prestigieuse, mais très désuète, qui ne servira à rien d'ailleurs en 14. Et donc, il fait son service chez les cuirassiers, et puis voilà, quoi. Mais vraiment, jusqu'en 1914, lorsqu'il part au front, on a le parfait petit français, comme la Troisième République en avait fait des caissons entiers. Alors, on a dans les témoignages, on a des gens qui sont inconnus, on a des gens qui ont écrit, et puis on a des gens qui sont déjà connus à l'époque, comme René Barjavel. Alors, René Barjavel, c'est le père du roman d'anticipation en France, et René Barjavel, il y a un témoignage de René Barjavel qui est assez magnifique et surprenant. Là. Oui, parce qu'à l'époque, il était chef de fabrication chez De Noël. Oui, absolument. Et Barjavel a toujours dit que c'est Robert De Noël qui l'avait aidé pour ses romans, en disant tiens, travaille comme ça, etc. Et donc, il avait connu à l'époque, il s'occupait de la fabrication des livres, donc dont Voyage au bout de la nuit, c'est là qu'il avait connu Céline. Voilà, et c'est là où Barjavel dit j'étais fou de littérature, et pour moi, à cette époque, De Noël était le phénix. Il avait édité Le Voyage au bout de la nuit. Céline, qui venait d'avoir le prix Renaudot, on m'a changé de le présenter au public. Je suis allé l'attendre à la gare. C'était un grand garçon, à peine plus âgé que moi. Après sa conférence, nous avons passé la nuit à bavarder. Je ne sais qui lui a envoyé le compte-rendu que j'avais fait de sa conférence et de son interview. Il m'avait donné, il m'a télégraphié en me demandant si je voulais travailler chez lui. Enfin, voilà, il avait un charisme formidable quand même, Céline. Mais tous les témoignages, là, c'est vraiment sur les 200 personnes. Tous les témoignages sont unanimes pour dire que c'était effectivement un grand gaillard, bien bâti, avec des yeux qui vous laissaient en pamoison les femmes comme les hommes. Il y avait des témoignages d'hommes qui étaient complètement... Et effectivement, il avait un charisme, il était très beau parleur, très bien bâti, très bel homme aussi, parce qu'on connaît le Céline de la fin, un peu décati à Meudon, habillé en clochard, mais jusqu'à la guerre, c'est pendant l'occupation que ça commence un peu à partir en sucette. Mais jusqu'en 1939, c'est un bel homme, habillé à la dernière mode anglaise. Complètement, il a été séduisant. C'est très séduisant. Et même, certains m'ont dit, que j'ai rencontré pour ce livre, m'ont dit, vous savez, même en clochard à Meudon, mais il était beau. Il y avait une forme d'aristocratie, une forme d'élégance dans la déchéance. Et il dit, même habillé en clochard, il était beau. C'est quand même extraordinaire. Hein. Ouais. Alors il y avait De Noël dont on parle aussi, dont vous parlez dans votre livre, qui était à l'époque très
pauvre. Enfin, c'était un éditeur qui avait tout misé sur et tout misé, mais sans argent. Céline était aussi pauvre, mais il était avide. Céline, il avait besoin quand même d'argent. Mais de Noël aussi était avide. Et de Noël aussi. Il faut quand même faire le bilan de Noël. Robert de Noël, c'est quand même l'homme qui a publié Eugène d'Aby, Hôtel du Nord, promis un bel avenir cinématographique. Il est passé il n'y a pas longtemps. Hôtel du Nord, il a quand même Antonin Artaud, il a Aragon, Triolet. Comment s'est passée la rencontre Céline avec Céline de Noël, avec Robert de Noël? Alors, en fait, comme Robert de Noël avait eu un très gros succès avec Hôtel du Nord, Céline aimait ce côté un peu populaire de D'Aby, le côté un peu Paris populaire, le Paris des petites gens. Et donc, il avait lu Hôtel du Nord, il avait apprécié d'ailleurs. Il y a une petite correspondance entre Céline et Eugène d'Aby. Et Céline donc avait dit bon bah si cet homme-là est capable de publier Hôtel du Nord, je vais envoyer mon manuscrit, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il l'avait envoyé chez Gallimard, et chez Gallimard ils ont dit ouais c'est pas mal, mais il faudrait quelques petites coupes, patati patata. Et de Noël a dit banco, moi je le prends tout de suite. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé chez De Noël. Donc éditeur belge qui était un petit peu anticonformiste par beaucoup d'aspects et qui a dit tout de suite banco à Céline, je publie Voyage au bout de la nuit. Alors il y a des gens qui l'ont rencontré comme Marie Canavaggia, que je ne connais pas, qui était fille d'un magistrat, qui était originaire de Castel-Sarrazin, et qui donne un magnifique portrait de Céline, avec ses témoignages, ses rencontres. Absolument. Et Marie Canavaggia, elle a joué un rôle extrêmement important, puisque c'est elle qui faisait la mise au point des textes de Céline, parce que Céline était un médecin, donc l'écriture de médecin, on sait ce que c'est. Hein. Et donc voilà, c'est elle qui faisait la mise au point des textes de Céline avec les éditeurs, les imprimeurs, etc. C'est la seule personne dont il n'a jamais dit de mal. Parce que on sait que Céline, pour faire des vacheries, dire des vacheries, n'était pas le dernier. Hein. Et c'est une femme qui respectait énormément et en qui il avait toute confiance pour la mise au point des textes. C'est-à-dire qu'elle pensait comme Céline. Quoi. Elle savait que le texte, comment il fallait être mis au point. Et donc Céline. C'est elle qui mettait, j'ose pas dire, qui faisait l'editing, quoi, comme on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, en bon français. En bon français. Voilà, oui, en excellent français. Pardon. Voyons Jean-Paul. Je suis pas sérieux là. Pierre Larousse va se retourner dans sa tombe. Oui. Et donc c'est elle qui se chargeait effectivement de la mise au point, et Céline avait totale confiance en elle. C'est vraiment un très beau témoignage, et sa correspondance, on a une monumentale correspondance avec Marie Canavaggia. On a tous les secrets de fabrique, quoi. Il dit faites ci, faites ça, et c'est là que Céline dit une phrase extraordinaire, c'est chaque virgule me passionne. Voilà. Alors il y avait aussi d'autres gens dans le livre, je rappelle le titre, d'un Céline à l'autre, cette édition établie et revue augmentée par David Alliot. Il y a aussi, on retrouve Jean Paul. Bah oui, retrouve Jean Paul, le peintre, ami Montmartrois de Céline, il s'appelait Eugène Paul avant de devenir Jean Paul, qui est mort lui très tard, il est mort en 1975, Jean Paul. Je pensais qu'il était... Aussi. Oublié depuis longtemps, là. Et là, il y a aussi un témoignage de Jean Paul, qui était son ami. Céline habitait Montmartre. Et donc, il y a la bande de la rue Montmartre, quoi. C'est Céline, il y a Marcel Aimé. Marcel Aimé aussi. Jean Paul, et donc toute une bande de joyeux de riz, la bohème montmartroise, qui se retrouvait le dimanche dans l'atelier de Jean Paul, qui servait un peu de grand n'importe quoi, y compris sous l'occupation, où on pouvait dire ce qu'on voulait. Mais c'est formidable, Hubachou, parce qu'on retrouve une époque dans le livre à travers ces témoignages. On se rebaigne dans une époque... je ne dis pas que chaque époque a ses talents, ses qualités et ses défauts, mais on retrouve des tas de choses. Le Montmartre de l'époque qui était fabuleux, quoi, avec ses rencontres. Bohème, quoi. Montmartre bohème et tout. Alors il y a aussi une autre personne, c'est Arletty. Bah oui. Arletty, alors là, on peut en parler, David. C'est sa grande copine avec sa gouaille. Avec sa gouaille. Arletty, quand même, en 51, lorsque Céline passe en procès par contumace, Arletty va au tribunal pour dire, monsieur le juge, Céline, il est né comme moi, Courbevoie, et les gens de Courbevoie ne peuvent pas trahir la France. C'est un argument juridique imparable. Imparable, et qui a fait rire tout le tribunal, quoi. Moi, je suis épaté parce que David Alliot a rassemblé tous ses textes, a rassemblé ses souvenirs, un travail de recherche phénoménal, quoi. Moi, je suis émerveillé par son... Je suis émerveillé par votre travail. Par ce travail. Combien de temps ça a pris, David ? 6 ans.
6 ans de ma vie pendant lesquels je ne suis quasiment pas sorti, j'ai pas vécu. C'était, je rentrais, je travaillais. Quand je travaillais le matin, l'après-midi, j'allais. Après, il y a eu la mise au point chez Robert Laffont pendant 1 an. Ouais. Et j'en parle d'autant plus librement qu'ils ne sont pas là. L'équipe bouquin fait un travail formidable. On est vraiment épaulé par des gens formidables. Par les temps qui courent, c'est rare. Ah oui, non, mais c'est rare d'être épaulé. Élodie et Agnès se reconnaîtront, mais en plus, c'est des gens, enfin, c'est une collection qui est sur la durée, c'est-à-dire que 10 ans après, je retrouve les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'il y a la mémoire du livre. La première édition est sortie en 2011, là, c'est la deuxième édition en 2021. J'ai retrouvé les mêmes personnes qui avaient fait la première édition. La première édition, ça, c'est merveilleux. Ce qui est dans l'édition, enfin, voilà, c'est une rareté. C'est marrant parce que vous parlez de la mémoire du livre. Vous connaissez l'histoire de Bouquin? Vous savez comment Bouquin des choses. Bouquin, j'ai eu la chance de travailler avec Robert Laffont. J'avais 23-24 ans et Robert Laffont avait eu l'audace, la folie, le courage de, je sais pas sur quoi, sur ma bonne gueule ou sur de m'engager, voilà. Et je travaillais chez Robert Laffont, place Saint-Sulpice. Et il y avait là Guy Scheller qui était l'ami de Robert Laffont et qui participait. Guy Scheller était parti en Angleterre et il revient un jour avec un livre en anglais qui ressemblait à ça, Bouquin. Et je le vois encore, Guy Scheller entrer dans mon bureau. Moi, j'étais pas littéraire, j'étais commercial, m'occupais de ce qu'on n'appelait pas encore le marketing, qui était un gros mot dans l'édition à l'époque. Et je vois Guy Scheller arriver dans mon bureau, poser ça sur la table, et il me dit, je crois qu'il m'a appelé petit ou là, parce que j'avais 22-23 ans, et il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Et je prends ce livre, que j'ouvre comme ça, que je feuillette avec cette sensualité que cette collection bouquin a aujourd'hui. Et il me dit, tu penses que c'est vendable? Je lui dis, mais c'est extraordinaire, mais c'est la Pléiade. Alors je le vexe un peu parce que je lui dis, mais bon, c'est la Pléiade du pauvre quand même, parce qu'il n'est pas relié. Et Guy Scheller me regarde en disant, non mais attends, comment tu trouves ça, etc. Et c'est comme ça. Bon, moi, j'étais un petit commercial, j'avais 22 ans, 23 ans, animateur des ventes chez Laffont. Grande maison d'édition à l'époque, hein, c'était la maison, il y avait 2 maisons d'édition dans les années, je vais dire 70, il y avait Gallimard, avec les côtés des Gallimardiens, et Robert Laffont, l'édition moderne à l'américaine. Et Albin Michel. Et Albin Michel qui était là, bien sûr. Et je regarde ça, et je passais mon temps à ce que je viens de faire là. Ce sont des livres fantastiques. Et là où Guy Scheller a eu l'intelligence, c'est justement de ne pas, tu parlais de la Pléiade, de ne pas copier ou plagier la Pléiade. Plagier la Pléiade, c'est ça, il était très fort. D'aller dans les coins, très fort, de proposer des livres qu'on ne trouvait pas ailleurs, de retrouver des trucs complètement oubliés. Et moi, je me rappelle, quand j'étais jeune libraire, quand on ouvrait les cartons Interforum et qu'il y avait des bouquins qui sortaient, des nouveautés bouquins qui arrivaient. C'est une merveille. C'était la fête. Et 20 ans après, quand on me propose, est-ce que ça te dit, est-ce que ton manuscrit, ça te dit de signer chez Bouquin, mais enfin. Ah non, mais on m'aurait dit, même si j'aurais dû payer, je crois que j'aurais déjà. Ah, c'est devenu aujourd'hui, c'est devenu aujourd'hui une référence. Charnel du bouquin. Ah oui, bien sûr. Il y a un langage charnel. C'est à la fois le contenu et le contenant, parce que le exactement. Contenu, c'est vrai que le bouquin, on peut en mettre. Quand vous rentrez chez Bouquin. Pour faire des textes, c'est un peu le plan quinquennal soviétique, quoi. Le patron de Bouquin, c'est toujours Barré, non? C'est toujours Jean-Luc Barré. Jean-Luc Barré, que j'ai dû connaître, parce que ça fait un siècle qu'il est chez... Qui est dans l'édition, oui. Dans l'édition. Et donc, lorsque vous rentrez chez Bouquin, c'est le plan quinquennal, parce qu'on prévoit les livres 5-6 ans à l'avance. Donc j'ai dû signer en 2005-2006 pour un livre en 2011. Donc, vous voyez, c'est... Et chez Bouquin, si vous ne faites pas 2 millions de signes, on ne vous regarde pas, quoi. Donc, voilà. 2 millions de signes, c'est à peu près ça. Donc, en dessous de 1000 pages, on ne sait pas ce qu'on... C'est l'opposé des que sais-je, hein, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc la question c'était est-ce qu'il y aura il y aura 2 millions de signes pour rentrer là-dedans. Je dis oui, vous inquiétez pas. Et donc on rentre dans un monde. D'ailleurs, moi je disais souvent quand à l'époque j'allais beaucoup chez Robert Laffont, j'allais chez Bouquin. Il y a un côté un peu secte dans la secte. Hein. Ils avaient leur étage à eux, c'est le 4e étage. Oui, et d'ailleurs, je vois collection Bouquin. Parce que je ne vois pas apparaître le nom de Robert Laffont. Non, parce que maintenant ils ont pris leur indépendance. Ils se sont détachés de Robert Laffont. Voilà. David m'apprend des choses. C'est tout nouveau, c'est tout nouveau depuis le début de l'année. Je cherche, parce que j'ai cité Robert Laffont, j'ai le livre en main et je ne vois pas. Ils sont toujours chez Editis, dans le même groupe, mais maintenant ils sont complètement. C'est une maison édition à part entière. À part entière, donc ils gardent la collection qui est un peu. Dirigée par Jean-Luc Barré. Toujours. D'accord. Donc, et maintenant ils publient même des livres normaux, entre guillemets, des petits livres, des petits fascicules de 200 pages. C'est quoi des livres normaux? Des petits fascicules de 200 pages. Mais ils gardent la collection, c'est devenu, donc son nom maintenant, c'est la collection. Voilà, alors il y a aussi à l'intérieur du livre, il y a aussi quelques documents qui m'ont étonné. D'ailleurs, on a une coupure de presse, là, le discours de Louis-Ferdinand Céline à Medan, l'article sur la mort d'Émile Zola.
Voilà, alors là j'ai été scotché parce que je ne pensais pas que Céline avait fait un discours sur la mort d'Émile Zola. À Médan, oui. Le 2 octobre 1933, et donc Céline, il écrit, je ne sais pas quel était le journal, mais il y a un article, on célèbre le 31e anniversaire de la mort d'Émile Zola. J'ai dit une erreur tout à l'heure en parlant de 33. Et Céline fait un discours à ce moment-là. Mais toujours, d'ailleurs, la maison de Médan dans les Yvelines, c'est la maison d'Émile Zola. Et tous les ans, en fin d'année, en octobre, je crois que c'est le premier dimanche d'octobre, il demande à un écrivain ou une personnalité de faire un discours en hommage à Émile Zola. Et donc, en 33, il l'avait demandé à Céline. Alors, c'était pas au hasard, parce que c'est Lucien Descaves qui avait bien connu Zola, et qui avait demandé à Céline de faire un discours. Et comme Lucien Descaves s'était beaucoup battu pour que Céline ait le prix Goncourt, Céline n'avait pas pu le refuser, donc il avait fait un discours. Et en fait, c'est un discours mi-chèvre, mi-raisin, parce qu'en fait, il a dit, en gros, il disait, Zola, c'est bien joli, mais il n'a pas connu la guerre de 14, il n'a pas connu la folie des hommes, donc Zola, c'est bien mignon, mais son espèce de croyance dans un avenir meilleur s'est fracassée contre la guerre de 14. Quoi, donc, Voilà. Alors, il y a toute une partie également sur Céline médecin, parce que Céline était médecin au départ, et ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait même inventé un produit dont je n'ai pas le nom en tête. La Basdoïne. Voilà, exactement. C'est pour les règles, je crois. Oui, je ne sais pas, très là, et qu'il avait inventé et qu'il proposait à ses patients. Oui, mais qui n'a pas eu un grand succès. Qui n'a pas eu un très grand succès. Et donc Céline médecin, alors là on a des témoignages aussi. Oui, de gens qui ont été soignés par Céline. Voilà, alors ça va de Robert Debré à Madame Hubert-Canal, à Mac Jacob, qui a été soigné, poète romancier, essayiste français, Mac Jacob, et il parle et il décrit le salon. C'est le salon de mon ami docteur, il y fait chaud, je suis bien parmi les visages intelligents, en ce moment je porte sourd, et Jean Moulin entre, il n'était pas tué. C'est incroyable. Oui, il y a une rencontre qui est attestée entre Jean Moulin, Céline et Mac Jacob mais oui, en Bretagne. C'est ce que j'ai découvert dans votre livre, David. Et le sujet de la discussion, c'était l'ésotérisme. Les trois étaient passionnés d'ésotérisme. Alors, on imagine Céline et Jean Moulin à la même table en Bretagne. Parce qu'à l'époque, Jean Moulin était préfet de... je ne sais plus quel département en Bretagne. Oui. Donc Céline, c'est la célébrité littéraire, Mac Jacob aussi. Et il parle d'ésotérisme. C'est quand même extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Oui, c'est vraiment. Absolument. On était sur une époque où on pouvait être préfet de la République et parler avec des écrivains sur des sujets complètement. Il n'y avait pas cette angoisse du. Comment va-t-on dire, quand dira-t-on, je sors des. On va me filmer à la sortie. Oui, voilà, où les réseaux sociaux vont dire que. Alors, vous avez rencontré aussi la femme de Céline. Oui, bien sûr. Qui est décédée il y a 2 ans. Donc vous avez eu de très très belles rencontres aussi. Et on retrouve dans cet ouvrage, je le précise, d'un Céline Allotte, une merveille, vraiment. Un livre qui doit être dans toutes les bibliothèques. On peut être pour, contre Céline, on peut être... voilà, mais je crois que là, il y a vraiment l'histoire d'un personnage fabuleux. Comment... Puis-je poser une question ? Bien sûr. Comment Louis Bachou. se fait-il que cet écrivain remarquable, cet homme, je vais dire, convenable, devienne brutalement, je vais dire, antisémite, fasciste. Pourquoi ? Quels sont les événements ? Est-ce que vous les avez trouvés ? Qu'est-ce qui a marqué l'homme ? Il y a 14, puis 39, non ? Moi, j'ai une théorie très simple, c'est qu'il l'a toujours été. C'est qu'il ne faut pas oublier que quand Céline naît en 1894, il naît 6 mois avant l'affaire Dreyfus. Donc, toute sa jeunesse, en plus, on sait que son père était antisémite, il lisait Drummond, etc. Donc, toute sa jeunesse, il a bouffé l'antisémitisme. Je pense que Céline, en 1914, était convaincu que les Juifs mangeaient les enfants. Seulement, il n'en parlait pas. Il n'en parlait pas. Et comme il n'était pas connu. Alors, il y a des traces, parce qu'avant de faire écrire Voyage au bout de la nuit, il écrit un livre qui s'appelle L'Église, qui est une mauvaise pièce de théâtre, où il y a des clichés antisémites. Donc, ça veut dire que c'était pas... Ça apparaissait comme si par-ci, par-là. Et en fait, dans les années 30, il est persuadé que les Juifs, comme tous les stéréotypes antisémites, les Juifs sont à New York, à Moscou, à Londres, ils tiennent la finance, etc. Et ils versent dans le pamphlet antisémite. Mais ma théorie, c'est qu'il l'a toujours été. J'ai envie de dire, comme tous les jeunes Français de l'époque, la fin du XXe siècle, c'était la personne qui n'était pas antisémite, qui était anormale. Il ne faut pas oublier alors, on a aussi dans le livre, alors c'est très émouvant, on a l'acte de décès de Louis-Ferdinand Destouches, le l'acte de décès numéro 121,
qui était faite, archivée à la ville de Meudon, parce qu'il a vécu à Meudon jusqu'à sa mort. Ouais. Et sa femme, Lucie Georgette Almansour, est morte aussi dans cette même maison. Absolument, il y a 2 ans. David, vous avez bien connu. J'ai été plusieurs fois à Meudon. Oui, moi, je regrette de ne pas vous avoir accompagné parce que j'aurais dû insister. Ça, c'est effectivement un beau pèlerinage. Effectivement, un grand moment. Voilà, donc l'émission, voilà, il nous reste à peu près 2 minutes. Je voudrais rappeler le livre de David Alliot, d'un Céline à l'autre, aux éditions Bouquin, donc je ne vais pas dire Robert Laffont, aux éditions Bouquin, donc là aussi dans toutes les librairies, et là je suis sûr